Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Freiner à tout prix la propagation du virus. Dernière décision du gouvernement, l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Nous verrons ce que cela implique pour les cinémas ou les musées. Les écoles, elles se sont également préparées à la fermeture avec des parents qui, vous l'entendrez, se demandent encore comment faire garder leurs jeunes enfants. Nous reviendrons aussi sur cette nouvelle inquiétude des médecins avec l'arrivée dans les services de patients qui n'ont pas un profil de personnes vulnérables. Est-ce à dire que le virus est en train de muter? L'Institut Pasteur a accepté de nous répondre. La France qui se prépare aussi aux élections municipales, élections maintenues, mais avec des dispositifs de sécurité. Nous sommes allés dans plusieurs bureaux de vote. Et puis, au-delà de la France, c'est l'Europe et peut-être même le monde qui s'apprête à se calfeutrer. L'Espagne a décrété aujourd'hui l'état d'urgence. Donald Trump, lui, doit s'adresser aux Américains dans quelques instants. La priorité de l'exécutif est donc claire. Il faut à tout prix freiner la propagation du coronavirus. Et après l'annonce hier soir par Emmanuel Macron de la fermeture de toutes les écoles, c'est au tour d'Édouard Philippe d'élargir les mesures de restriction. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits partout en France. Qu'est-ce que cela implique dans notre vie quotidienne? Je vous propose d'écouter les précisions de Florence Lecnec, Olivier Standbar et Fabienne Mancel. Le Louvre tire ce soir sa révérence. Le musée le plus visité du monde vient de fermer ses portes à 18h et sans pronostic de réouverture. Si on peut éviter de contaminer d'autres personnes, autant le faire. Fermeture aussi dès 21h pour la Tour Eiffel. Et dans son sillage, pour suivre les dernières consignes, ce sont l'immense majorité des théâtres qui doivent ce soir renoncer à leur programmation. Ici à Bobino, comme dans les 5 autres établissements que dirige Jean-Marc Dumontet, le rideau ne se lèvera pas avant longtemps. Au théâtre libre, à côté du théâtre. Avant le mois de juillet, je ne peux pas réamorcer les productions, puisqu'une production, c'est 6 mois de travail en amont, et notamment en commercialisation. Mais je ne veux pas me plaindre parce que le président a appelé un sursaut national, à une mobilisation. Même difficulté pour les cinémas qui seront autorisés à accueillir 100 personnes par salle. Les exploitants planchent sur une organisation, mais l'impact économique est déjà là. On va venir travailler nos plans de salle pour ouvrir une rangée sur 2, une rangée sur 3, une rangée sur 4. Ces nouvelles mesures drastiques répondent à un seul mot d'ordre, freiner la contagion du coronavirus. On parle à son sujet de taux de reproduction. Il est à ce jour trop élevé, car une personne contaminée peut aujourd'hui infecter entre 2 et 3 autres individus. L'idéal serait bien entendu d'en réduire l'action complètement. C'est quand même illusoire. Donc un coefficient qui est inférieur à 1, c'est déjà bien. Et pour réduire cette contagiosité à moins de 1, les épidémiologistes tablent sur une discipline collective. Il s'agit donc de diviser nos interactions sociales par 4. Concrètement, cela veut dire stopper les rassemblements de plus de 100 personnes, réduire au maximum nos trajets et favoriser le télétravail. Dans le métro parisien ce matin, en heure de pointe, les sièges vides attestent de ces nouveaux modes de vie auxquels, bon gré mal gré, les Français semblent plus ou moins souscrire. Pour ralentir la propagation, il s'agit pourtant de faire adopter à tous et de manière systématique les mêmes gestes barrières, comme des réflexes, ne plus faire la bise ou se serrer la main, tousser dans son coude, se laver les mains et bien évidemment porter un masque si l'on est malade. Une discipline individuelle auquel les enfants ne peuvent échapper. Ils sont souvent les premiers porteurs de la maladie, mais difficiles à discipliner. On leur dit, mais je suis pas sûre qu'ils respectent. Non, ils se tiendront par la main, ils se font des bisous quand même. Et voilà. La fermeture des établissements scolaires vise donc effectivement en partie à pallier ces difficultés pour les canaliser à 100%. Et j'ajoute que le château de Versailles a lui aussi fermé ses portes. Et puis ce soir, ce sont la RATP et la SNCF qui annoncent une réduction du trafic à partir de lundi. Alors dans les écoles, aujourd'hui, on s'est préparé à une longue fermeture, au moins jusqu'à fin mars, peut-être même jusqu'aux vacances de Pâques. Une décision inédite en France, avec des parents encore démunis face au casse-tête de la garde des jeunes enfants. Ceux qui ne peuvent pas faire autrement pourront évidemment se mettre en arrêt maladie. Marine Marc et nos correspondants en région. Cette fois, ça y est, l'école est finie. Et ce soir, est-ce que pour toi, c'est les vacances ou pas? Un peu, oui. Mais elle nous a quand même donné des tonnes de devoirs. Des devoirs qui se feront à la maison, à partir de lundi et jusqu'à nouvel ordre. Plus de 12 millions d'enfants à garder. Un casse-tête pour beaucoup. Je pense que les circonstances font qu'on va s'adapter au jour le jour, au fil de l'eau.
Certains ont trouvé une solution, ce sera le télétravail. On a de la chance parce qu'on a des métiers qui le permettent et on va alterner avec ma compagne pour pouvoir les garder. D'autres, comme ici en région parisienne, ont dû recruter des nounous improvisés. J'ai un grand garçon qui a 14 ans, peut garder sa sœur et son frère. Il faut protéger les personnes les plus vulnérables et âgées, mais on va quand même devoir solliciter les grands-parents sans doute, on n'a pas le choix. Galère aussi chez les tout-petits. Environ 430 000 sont inscrits en crèche. Les structures d'accueil de moins de 10 enfants sont maintenues. Pour les autres, même quand on s'attendait aux fermetures, pas évident de trouver la solution. Ça veut dire quoi pour vous concrètement à partir de lundi ? Je ne sais pas encore, aucune idée de comment on va s'organiser. Pourquoi ne pas se tourner vers une entreprise spécialisée ? Depuis hier soir, cette plateforme de garde à domicile est prise d'assaut. Martin, on en est où là sur les connexions ce matin ? On voit que par rapport à un jour normal, en fait, le nombre d'utilisateurs inscrits a été multiplié par 3. Et ça, tout au long de la journée. 340 inscrits entre 10 et 11 heures. Ce site internet met en relation des parents et des nounous aux qualifications dûment vérifiées. Aujourd'hui, l'entreprise compte 500 000 personnes mobilisables dans toute la France. Elle espère augmenter son offre, notamment pour une plateforme dédiée au secteur médical. Ce qui démarre véritablement, c'est l'appel à mobilisation du personnel étudiant, du personnel petite enfance de crèche qui se retrouve au chômage technique, mais qui peut aller faire de la garde à domicile pour pouvoir proposer des solutions à ce personnel soignant. En cette période particulière, le prix d'inscription est à moins de 10 €. Les collèges, les internats eux aussi sont concernés par la mesure. Seront fermés. Eux n'ont pas manqué l'intervention du président. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont a priori assez grands pour se garder tout seuls. Et justement, cette journée d'aujourd'hui a aussi été l'occasion pour les professeurs d'expliquer à leurs élèves qu'ils n'étaient pas vraiment en vacances. Il faut avancer sur le programme. Une pédagogie évidemment à distance. Les cours du CNED seront accessibles à des millions d'enfants. Certains enseignants vont aussi proposer des classes virtuelles, comme c'est déjà le cas d'ailleurs dans l'Oise. Delphine Sidbon, Simon Humblot et Vincent Piron. Depuis une semaine et demie, cette professeure de français dans l'Oise doit développer de nouveaux réflexes. Safia, non, vous avez vraiment une voix identique. Safia, est-ce que tu veux répondre ? Reconnaître ses élèves uniquement grâce à leur voix, sans les avoir en face d'elle. Bienvenue dans une classe virtuelle. Il est dans l'histoire, il fait partie de l'histoire. Alors, non, justement, c'est le contraire. C'est un des moyens possibles pour donner des cours à distance. L'enseignant fait apparaître des documents et les enfants peuvent écrire ou parler dans un micro pour poser des questions. Il y a vraiment une nécessité profonde à entretenir un lien permanent avec les élèves pour les stimuler, pour les rassurer, pour les aider à continuer à progresser. De l'autre côté de l'écran, Duverne en 5e. Pas toujours à l'aise pour garder sa concentration à la maison. On est chez nous, du coup on est plus distrait par les choses que par le travail. Ça ne peut jamais remplacer l'école, mais au moins ça empêche que les enfants ils restent tout seuls sans rien faire. Surtout que ce matin, il a mis 20 minutes avant de pouvoir se connecter. Le site internet qu'il faut rejoindre, commun à toute la région, a bugué suite à un trop grand nombre de connexions. C'est d'ailleurs sur ce site, appelé ENT, que la plupart des leçons et des consignes seront ajoutées par les professeurs. Le CNED met aussi à disposition des cours sur le site Ma classe à la maison. Au rectorat, c'est l'ébullition. Une cellule de crise s'active depuis fin février. Ces derniers jours, elle a grossi de 4 à 15 personnes. Nous travaillons très étroitement, par exemple avec le conseil régional, qui a déjà multiplié par 2 ses capacités en termes de flux de connexion de données, et puis également avec le CNED, qui a multiplié déjà par 3 en 24 heures ses capacités de connexion simultanée. Mais des voix s'élèvent. Comment ne pas laisser sur le carreau les enfants peu encadrés à la maison, ou ceux dont la famille n'est pas à l'aise avec le numérique? J'ai rencontré tout à l'heure un collègue en éducation prioritaire renforcée, là où on est ici, qui m'expliquait que sur sa classe, il y avait seulement 5 élèves qui avaient une adresse mail. Donc comment M. Blanquer, sur la base de ce constat-là, il peut affirmer qu'il y aura du numérique, qu'il y aura des classes virtuelles pour tous les élèves? 5% d'entre eux n'auraient pas d'équipement informatique. Une piste étudiée, leur permettre d'accéder à un ordinateur depuis des mairies.
Et ces restrictions, elles vont aussi affecter des millions de salariés français, des milliers d'entreprises. Les conséquences économiques s'annoncent déjà désastreuses, mais le gouvernement promet d'aider ceux qui seraient en grande difficulté. La priorité, éviter à tout prix les licenciements. 5000 entreprises ont déjà demandé des mesures de chômage partiel. Reportage Valentin Després et Linda Huré. Chez ce traiteur de la région parisienne, ne cherchez pas les cuisiniers. Là, normalement, on doit avoir 6 personnes. Voilà, j'ai plus personne. Voilà, on peut faire tout le tour. Hein. 4e jour de chômage partiel. Avec 95% de commandes annulées, le gérant n'avait pas le choix. La deuxième pièce, là, il y a 20 personnes qui travaillent, j'ai plus personne. Voilà. Et ça va être comme ça toute la semaine prochaine. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu un labo comme ça. Du côté du personnel administratif, on s'organise autrement. En télétravail, heureusement j'ai cette chance-là, puisqu'il ne faut pas que nos enfants soient déposés chez les grands-parents, ce qui est le cas des grands-parents très âgés, donc c'est hors de question. Et si c'est impossible, les salariés peuvent aussi être placés en arrêt de travail, indemnisés pendant 20 jours. Pas de carence, pas besoin de voir le médecin et c'est l'employeur qui doit faire la démarche. Mais ici, le gérant a préféré opter pour le chômage partiel. Si la société avait continué à tourner normalement, j'aurais été dans l'obligation de mettre en arrêt maladie. Mais là, du coup, vu que je suis au chômage partiel, je n'ai pas besoin d'utiliser ce système-là. Cette PME du BTP est déjà fragilisée par la baisse du nombre de chantiers. L'activité est cette fois pénalisée par le choix des salariés qui doivent dès lundi s'occuper de leurs enfants. Mon gros souci d'organisation, hein, ça va être des gros problèmes avec ma femme, on va devoir s'alterner, un coup elle va aller bosser, un coup je vais y aller, voilà, on va s'alterner comme on peut et puis voilà, hein, prendre des jours de chômage chacun de notre côté. Aujourd'hui ils ont des enfants à faire garder, ils vont avoir sûrement des cours à la maison donc à réaliser. Je ne peux pas obliger un salarié aujourd'hui à venir, il faut bien qu'il garde son enfant. Face aux difficultés des entreprises, le gouvernement a proposé un report des charges sociales et fiscales. Insuffisant pour ce gérant d'une entreprise de location de gradins, il souhaite une annulation et que le virus soit reconnu comme catastrophe sanitaire. Ça permettrait aux assurances de nous soutenir et probablement de couvrir au moins une partie des pertes et surtout aussi de rassurer les organisateurs d'événements. S'ils savent qu'il y a cette couverture, ils pourront attendre de voir comment va évoluer l'épidémie. Un fonds de solidarité est aussi prévu en cas de manque de trésorerie. Il sera réservé aux plus petites entreprises. Et ce matin, le ministre de l'économie a déclaré que ces mesures d'aide coûteraient probablement des dizaines de milliards d'euros. Bonsoir Axel Cariou. Bonsoir Anne-Claire. Alors Bruno Le Maire a aussi promis que les salariés concernés par le chômage partiel ne perdraient pas un centime. Est-ce que c'est aussi simple ? Ah non, c'est pas aussi simple Anne-Claire. Quand une entreprise place ses salariés au chômage partiel, elle doit leur verser 84% de leur salaire net avec une limite 35 heures payées. Ça veut dire qu'il y aura des sacrifices pour les salariés. Il y a quand même une exception, ce sont les gens qui sont au SMIC. Eux pourront toucher 100% de leur salaire, y compris s'ils restent à la maison. Ça, ce sont des règles qui existent depuis longtemps et qui concernent tous les salariés, en CDI comme en CDD. Axel, en revanche, c'est pour les employeurs que ça va faire une sacrée différence. Ah oui, assez net, hein, puisque jusqu'à présent, quelles que soient les sommes qu'ils versaient à leurs employés au chômage partiel, l'État ne remboursait que sur la base du SMIC. Donc la différence pouvait leur coûter très cher. Eh bien là, il n'y a plus de limite. L'État va rembourser toutes les sommes versées et il s'engage à le faire rapidement, une quinzaine de jours en principe pour les remboursements. Merci beaucoup Axel pour ces précisions. Autre catégorie de salariés dans l'impossibilité de travailler, ceux qui sont en quarantaine parce qu'ils ont côtoyé des malades ou parce qu'ils sont eux-mêmes malades. Regardez cet exemple tourné dans le nord de la France, celui d'une famille qui se soigne à la maison après quelques jours passés à l'hôpital. Sébastien Ambert et Cédric Pueyo. À l'intérieur de cette maison, une famille vit recluse depuis 6 jours. Gaëtan, le père de famille, son épouse et l'une de leurs filles ont été contrôlés positifs au coronavirus début mars. Ce jour-là, comme on le voit sur cette vidéo, ils sont emmenés en ambulance pour être dans un premier temps hospitalisés. Et depuis, il leur est impossible de sortir de chez eux. Tous les jours, Gaëtan doit prendre sa température pour l'inscrire sur un bulletin de santé. Et puis il peut téléphoner à son autre fille qui a été contrôlée négative et qui en attendant vit chez ses grands-parents. Coucou mon cœur, ça va? Je m'ennuie. Tu nous manques aussi. Hein. Mais bon, il reste plus longtemps. Non, plus longtemps et puis après tu pourras revenir à la maison.
Autour de la famille, une chaîne de solidarité s'est créée, notamment pour livrer de la nourriture tous les jours. Elsa est l'une des cousines de Gaëtan. Elle dépose à l'entrée du jardin les sacs pour ne pas avoir de contact avec les malades. Donc là, il y a beaucoup d'eau, déjà. Et il y a plus du pain, un peu de produits frais. Après, ils essayent de prendre des choses plus faciles, plus rapides. Il faut savoir qu'ils sont pas dans un état... ils sont pas en forme. Et puis Gaëtan peut exceptionnellement sortir de chez lui pour récupérer les colis. Il porte évidemment un masque. Depuis qu'on est revenu, on n'a pas eu le droit de sortir de la maison, on reste confiné, mis à part pour récupérer les courses de gens qui déposent devant la maison ou comme là ici pour discuter avec vous. J'ai juste donné l'autorisation à ma fille de faire le tour de la maison en vélo avec un casque sur le nez, vraiment camouflé de partout. Par mesure de précaution, mais on est vraiment enfermé au quotidien. On communique vers l'extérieur avec les messageries visuelles. Voilà, on fait pas grand-chose. La famille va bien, le confinement devrait se terminer dans 5 jours. Après, leur vie devrait reprendre un cours normal. Et ce soir, le ministre de la Santé a annoncé un nouveau bilan avec 3661 cas, soit 800 cas de plus qu'hier. 79 personnes sont décédées depuis janvier. Ces derniers jours, certains propos de médecins ont aussi réveillé une certaine inquiétude. Ils s'étonnent de voir arriver dans les services d'urgence des patients qui ne sont pas forcément des personnes vulnérables. Est-ce normal ? Ou ce coronavirus est-il en train de muter ? Écoutez les explications de Caroline Bell et Christine Chapelle qui sont allées poser ces questions à un spécialiste de l'Institut Pasteur. Il est scruté, analysé en permanence par les chercheurs du monde entier. Sur cette base de données mondiale, les scientifiques mettent à jour la carte génétique du Covid-19. Chaque branche de couleur est un nouveau séquençage du génome du virus. Objectif, surveiller sa mutation. Pour l'instant, il a peu évolué, mais grâce à ce travail, on sait que 3 souches différentes du virus circulent. Des souches prélevées sur des patients hospitalisés, une mine d'informations pour les chercheurs. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont malheureusement hospitalisées pour ce virus. Eh bien, on va comparer la clinique et ces virus séquencés pour savoir si telle et telle mutation pourrait être responsable d'une dangerosité particulière ou d'une capacité d'infection supérieure ou une réponse aux antiviraux qui serait différente. Pour l'instant, aucune de ces 3 souches n'a montré qu'elle était plus dangereuse ou plus contagieuse qu'une autre. Ces travaux permettront peut-être de comprendre ces cas graves déjà observés en Chine et en Italie chez de jeunes patients sans problème de santé. Rappelons-le, le Covid-19 déclenche 85% de formes bénignes. Parmi les 15% de formes graves, 5% se transforment en pneumonie très spécifique, nécessitant un séjour en réanimation plus long que la grippe et des semaines de rééducation. À l'Institut Pasteur, on travaille aussi sur les anticorps que l'espèce humaine commence à développer face à ce virus auquel elle n'avait jamais été exposée. Ça nous permettra de voir à un moment donné, puisque le virus va forcément circuler dans la population, voir quel est le pourcentage de personnes qui ont été infectées et qui aujourd'hui sont protégées par leurs anticorps. Il est fort probable qu'une fois la pandémie passée, le Covid-19 se transforme en virus saisonnier comme la grippe. D'où l'importance de mettre au point un vaccin indispensable dans quelques mois pour protéger les plus fragiles. Et au-delà de la dangerosité de ce virus, l'autre enjeu de santé publique, c'est évidemment notre capacité à prendre en charge les malades. On l'a vu en Italie, le nombre de morts est en partie lié à la saturation des services de réanimation. Qu'en est-il en France ? Toutes les ressources, vous allez voir, sont désormais affectées à la lutte contre cette épidémie. Gwenaëlle Bellec et Hortense Villatte. Partout en France, les services de réanimation s'apprêtent à recevoir un afflux de cas graves. 5% des malades peuvent en effet développer une pneumopathie, voire une détresse respiratoire. La France dispose d'un peu plus de 5000 lits de réanimation, comme celui-ci, équipés de respirateurs artificiels, surveillés 24 heures sur 24. S'y ajoutent 7000 lits de soins intensifs. En tout, c'est beaucoup plus que l'Italie pour une population quasi équivalente. À cela s'ajoutent les 512 lits de réanimation que les cliniques privées devront mettre à disposition dès lundi.
Aujourd'hui, c'est largement suffisant par rapport au nombre de cas. Il y a dans tous les centres actuellement des plans d'élargissement de cette capacité, en particulier en transformant des espaces de salles de réveil en réanimation ou de soins intensifs en réanimation. Et on peut comme ça, à l'échelle par exemple de notre établissement, doubler nos capacités d'accueil de malades critiques. Partout, les opérations non urgentes sont reportées et les hôpitaux se réorganisent. Des lits classiques sont réaffectés pour traiter les patients dans un état moins grave, mais nécessitant une hospitalisation. C'est le cas ici à Mulhouse. Nous avons ouvert la 5e unité dédiée au Covid, ce qui fait un total de plus de 100 lits qui aujourd'hui sont dédiés au Covid. Dans la nuit, nous avons hospitalisé 26 nouveaux patients dont il faut trouver de nouvelles unités pour arriver à les prendre en charge. Tous les personnels hospitaliers sont mobilisés. Certains s'attendent à doubler, voire tripler leur nombre de jours de garde chaque mois. Et puis le premier stade d'engorgement, il se situe, vous allez le voir, en amont, sur les lignes du 15. Ce numéro d'urgence appelé par toutes les personnes qui présentent des symptômes. Ce n'est pourtant pas une bonne idée, malgré les renforts d'étudiants en médecine. Explication Benoît Cristal et Bertrand Lachat. Actuellement, vous nous appelez pour le coronavirus, on est d'accord ? Des équipes submergées par les demandes et les questions. Face à la crise, certains ici travaillent jusqu'à 70 heures par semaine. Ils ont l'obligation de répondre à tous les appels, même lorsque la personne au bout du fil ne présente aucun symptôme. Vous n'avez même pas de courbature, donc c'est très bien. Madame, ce qu'on va Dans faire, ce cas, le patient recevra un SMS et sera renvoyé vers son médecin traitant. Le coronavirus provoque beaucoup de panique. Ce n'est pas des appels exagérés, je pense que c'est des appels d'anxiété. Et l'anxiété, ça fait aussi partie de notre métier, c'est aussi de rassurer les gens. Les cas les plus simples, ceux qui ne paraissent pas très urgents, ceux pour lesquels d'habitude vous feriez appel à votre médecin traitant pour avoir un conseil, pour avoir un traitement, pour avoir une prise en charge, eh bien, ils relèvent naturellement du médecin traitant. Une autre solution consiste à appeler le numéro vert dédié au coronavirus, le 0800 130 000. Pour les urgences vitales, le SAMU reçoit des renforts. Cette salle, dédiée aux crises majeures comme les attentats, a même été rouverte. Plusieurs étudiants en médecine y travaillent, supervisés par des professionnels de santé. On voit en fonction des symptômes s'il faut qu'il y ait un peu de dépistage ou pas. Et quand il n'y a pas de dépistage, on leur donne les mesures barrières d'hygiène, se laver les mains, mettre un masque, éviter le maximum de contact. Pour l'instant, on dépiste uniquement le personnel soignant qui a des symptômes ou les patients avec comorbidité qui présentent une détresse respiratoire. Mais après, ça évolue très vite. Grâce à ces étudiants, les équipes habituelles sont quasiment doublées. 2 nouvelles salles sont ouvertes, une 3e est en préparation. Du jamais vu au 15. Les prochaines recrues ont visité les locaux aujourd'hui. Ils seront au travail dès demain matin. Bonsoir Gérald Kierzek. Bonsoir Anne-Claire. Alors vous êtes médecin à l'Hôtel-Dieu à Paris, on le disait, 800 cas supplémentaires depuis 24 heures. Est-ce qu'il va manquer de bras dans les hôpitaux français? C'est un des maillons faibles dans les hôpitaux. Il y a la capacité en lit, on l'a vu, et puis il y a la capacité en bras. Donc la priorité, c'est vraiment de protéger le personnel soignant. Et puis il y a des renforts qui sont possibles, et ces renforts, c'est la réserve sanitaire. Et la réserve sanitaire, c'est 3600 personnes qui sont de toutes professions confondues, des médecins, des infirmiers, des secrétaires médicales, des épidémiologistes qui sont allés en renfort à Creil, par exemple, au début de la crise. Et sur ces 3600 personnes, 250 sont déjà mobilisées, d'ores et déjà, pour pouvoir gérer cette crise du coronavirus. Et puis, il va y avoir une montée en puissance. 60-70 personnes par semaine sont prévues pour pouvoir augmenter les effectifs. Et donc, ça va faire partie des renforts. Évidemment, des renforts qui ne seront pas exposés en première ligne. Et on le voit, si ce sont des médecins retraités, pas question, parce qu'ils ont aussi un risque d'attraper la maladie, de les mettre en première ligne au contact. En revanche, ils peuvent être au téléphone pour pouvoir répondre et aider grandement les équipes. Merci beaucoup pour cette explication. Je précise que vous serez dès 21h sur LCI, Canal 26, pour une émission spéciale où les téléspectateurs pourront donc poser toutes leurs questions et vous leur répondrez. En tout cas, il n'y a pas qu'au 15 qu'on constate un afflux d'appels ces dernières heures. Depuis hier, les pharmacies sont plus que jamais en rupture de stock pour le gel hydroalcoolique et aussi les masques. Reportage William Rouzet et Cédric Even. Jusqu'ici, on s'arrachait masques et gel hydroalcoolique en pharmacie. Mais aujourd'hui, pour se prémunir du coronavirus, on se rue sur d'autres produits, comme les vitamines. Je prends plutôt soit des multivitamines, notamment vitamine D, pour stimuler le système immunitaire. Et chacun y va de son cocktail. C'est de l'extrait de pamplemousse,
Ravinsera et Niaouli. Voilà, mais c'est vraiment par précaution. C'est plus psychologique, je crois. Depuis une semaine, cette pharmacie accueille quotidiennement 200 clients de plus que d'habitude. L'inquiétude peut être bonne pour les affaires. Ici, les ventes de vitamines n'ont plus que doublé ces dernières semaines. Alors en ce moment, le best-seller, c'est la vitamine C. Comme vous voyez, les rayons sont vides. On a un client sur deux qui va chercher à booster son immunité par de la vitamine C, par des plantes, par des huiles essentielles. Dans cette autre officine, les compléments alimentaires s'arrachent. Cette pharmacienne voit la demande évoluer à mesure que l'épidémie se propage. Il y a 2 semaines, on nous demandait des masques, des gels hydroalcooliques. Ensuite, on nous a demandé des thermomètres. Et aujourd'hui, voilà, les gens nous demandent des produits pour renforcer leur immunité. Est-ce pour autant utile de prendre ces produits de substitution? Pour ce médecin, il faut avant tout faire preuve de bon sens. Bien sûr, ne pas se précipiter sur un achat massif de médicaments ou de compléments alimentaires dont on ne sait pas s'ils sont vraiment utiles. 3 kiwis, un jus d'orange et un jus de fruits peuvent faire l'affaire et ce sera sûrement plus agréable à prendre. Boire moins d'alcool, faire du sport et avoir une alimentation équilibrée. Les remèdes naturels sont tout aussi efficaces pour renforcer ses défenses immunitaires. Un afflux de clients constaté aussi dans les supermarchés ce matin avec des images, vous allez le voir, assez déroutantes. Des files de caddies devant les caisses avec à l'intérieur des gants, des pâtes, du savon ou des packs d'eau. Il n'y a pourtant pour l'instant aucun risque de pénurie. Anaïs Barthes, Maud Gatineau et Médéric Pirker. Ce midi, il fallait jouer des coudes dans ce supermarché de la région parisienne. Suite aux annonces du président hier soir, ils sont nombreux à faire des stocks. Je m'attendais à ça, mais pas à ce point-là. Donc on fait des réserves au cas où. Au cas où. Bah au cas où, parce qu'on riait de l'Italie, on se moquait un peu de l'Italie. Le gouvernement a dit que l'Italie avait pris des mesures un peu trop radicales. Au final, on est en train de prendre les mêmes. Partout, des chariots remplis de produits de première nécessité. Et déjà dans les rayons, des denrées épuisées, comme les pâtes. Plus 71% de ventes cette semaine, plus 39% pour le savon, et plus surprenant, les gants de ménage, plus 138%. Des achats paniques qui surprennent certains clients. Là, franchement, c'est du nerf. Voilà. Parce que les rayons sont vides, les gens se bagarrent. Là, il y a des bagarres en caisse. Je trouve que c'est quand même... on ne nous a pas annoncé la fin du monde, on nous a juste annoncé une épidémie. Partout en France, les mêmes scènes. Des grandes surfaces prises d'assaut dès leur ouverture. Selon cet expert, la psychose liée au coronavirus incite les ménages à surstocker. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de stock, il y a un problème de surconsommation. Il faut savoir, si vous prenez par exemple le secteur des pâtes, il y a à peu près 1 mois de stock chez les distributeurs et vous pouvez quasiment rajouter 15 jours ou 3 semaines chez les industriels et tout va être fait pour effectivement assurer l'approvisionnement des magasins. C'est le cas pour cette chaîne de surgelés. À Quimper, le directeur suit en temps réel l'évolution des ventes et les chiffres sont vertigineux. Ce matin, nous avons une progression de 494%. Il a pu anticiper ces dernières semaines avec ses fournisseurs afin de répondre à la hausse de la demande. Aujourd'hui, on a au minimum 15 jours à 3 semaines de sérénité. Ce qui compte, c'est que la filière agroalimentaire continue de fonctionner pour continuer à stocker, pour pouvoir fournir correctement nos clients. Aucune pénurie alimentaire à prévoir donc. Et ce soir, les géants du secteur appellent les consommateurs à être plus raisonnables. Et puis un autre secteur connaît une forte augmentation de la demande. Il s'agit des livraisons à domicile. Parmi leurs nouveaux clients, évidemment, les personnes âgées à qui l'on demande de limiter au maximum leurs déplacements. Emma Vincent et Eric Béra. Françoise Hameau applique la consigne à la lettre. Éviter de se déplacer, oui, mais comment va-t-elle faire ses courses ? Je me disais que c'était peut-être pas mal de me faire livrer un panier. Comme de plus en plus de Français, elle a opté pour la livraison alimentaire à domicile. Depuis les annonces du gouvernement hier au soir, je prends plus de précautions et je me dis que ce n'est pas la peine de se mettre en danger. C'est donc Ludovic qui va se charger des courses. Alors, là, nous allons prendre un sachet de carottes bio. Depuis hier, 2 enseignes proposent un numéro vert destiné surtout aux personnes âgées. Elles peuvent se faire livrer un panier à 30 € contenant le nécessaire pour 3 jours d'autonomie. Viande, fruits et légumes, produits d'hygiène, sans aucun frais de livraison. Une clientèle de personnes âgées commençait à venir moins, ou ne plus venir du tout dans le magasin. On s'est dit qu'on devait inventer de nouveaux services
Depuis 2 semaines, les demandes de livraison à domicile explosent, plus 70%. Et quand Lofty Brahmi livre Françoise, il prend toutes les précautions. Vous ne voulez pas rentrer? Non, puisqu'il n'a plus le droit de rentrer chez les clients. D'autres enseignes vont même plus loin. Celle-ci propose désormais une option sans contact physique avec le livreur. Bonjour, c'est le livreur Frischti. J'ai déposé votre commande comme vous l'avez écrit sur votre paillasson. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bon appétit. Au revoir. Super, merci monsieur. La commande est déjà payée. Une absence de contact qui tranquillise cette cliente. Tant qu'à faire, j'ai une petite fille qui a 2 ans et c'est quand même un peu une angoisse, mine de rien. Le drive connaît la même augmentation que la livraison et la fréquentation des supermarchés pourrait encore baisser dans les semaines à venir. Évoquons maintenant les élections municipales qui, elles, ont été maintenues, en tout cas le premier tour qui se tiendra dimanche, avec cette grande question, combien d'électeurs vont renoncer à aller voter par peur du coronavirus? Dans les mairies, on prend pourtant toutes les précautions pour limiter les risques, comme nous le montrent Arnaud Etcheverry, Lucas Garcia et Lionel Audibert. Regardez. À Montpellier, on a sorti les gros moyens. Dans ces dizaines de cartons, 300 000 stylos, un par électeur pour chaque tour. Coût pour la mairie, 45 000 €. On a préféré, nous, offrir une possibilité supplémentaire en dotant un stylo. Dans cette immense salle de la mairie où sont stockées les urnes, il y a également du gel hydroalcoolique et des gants. L'objectif est de rassurer les électeurs, mais à Montpellier, la plupart ne sont pas vraiment inquiets. Non, il suffit d'être prudent et il ne faut pas non plus se stresser pour ça. J'irai voter et le coronavirus ne m'impressionne pas plus que ça. Les mairies se sont préparées toute la semaine. À Aimeray, dans les Yvelines, on a fait appel à une entreprise de désinfection. Urnes, isoloirs, table de vote. Rien n'est laissé au hasard. On va commencer par les parties hautes, au fond, et ensuite on va revenir vers la sortie de cet isoloir. Et voilà à quoi ressemblera le parcours des 800 électeurs dimanche. Les préconisations aujourd'hui, c'est d'espacer d'une distance de 1 mètre entre 2 électeurs. Et aussi, on a mis une démarcation pour que aussi les gens ne s'approchent pas trop de la table. Suppression des rideaux dans les isoloirs, gel à l'entrée et à la sortie, un seul sens de circulation et priorité dans les files d'attente aux seniors. Ils sont nombreux dans cette commune. C'est une population, un peu plus de 2 tiers des électeurs. Donc notre but aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait, c'est de les rassurer, de leur demander de venir voter. Reste la question des assesseurs. Il en faut 2 par bureau. Seront-ils suffisamment nombreux? C'est là où on avait quelqu'un qui arrivait de Singapour sur ce Dans cette commune du Loiret, 3 ont été écartés car ils présentaient des risques. On les a appelés pour savoir si vous avez voyagé ou pas. Et pour ceux qui avaient voyagé dans les zones à risque, eh bien, ils ne tiendront pas les bureaux de vote et on les a remplacés par d'autres assesseurs. Enfin, concernant les procurations, vous avez encore jusqu'à demain soir pour la demander. À une condition, être inscrit dans la même ville que la personne qui va voter pour vous. Alors hier, le président de la République a beaucoup hésité à annuler ce scrutin. Il a consulté les scientifiques, mais aussi tous les patrons des partis politiques. Quel argument a finalement fait pencher la balance en faveur du maintien du vote? Écoutez le récit de Lucas Ajdela. Pour Édouard Philippe, un objectif hier matin. Rassurer et écouter les dirigeants des principaux partis politiques qu'il réunit. Il est 9 h, l'idée d'un report du scrutin n'est même pas évoquée. Personne n'a demandé à ce qu'il y ait un report des élections. La démocratie ne doit pas être mise en quarantaine. 1h30 plus tard, une dizaine de médecins et de scientifiques sont convoqués à l'Élysée. Plusieurs questions leur sont posées. Faut-il fermer les écoles? Les personnes âgées doivent-elles être confinées? Et pour la première fois ouvertement, cette interrogation. Y a-t-il un risque à maintenir les élections municipales? Ils ont l'après-midi pour rendre leurs réponses. Pendant ce temps, lors d'un déjeuner avec des journalistes, un ministre l'affirme, elles sont maintenues pour une raison simple. Il n'y a aucun motif objectif à aller au supermarché et ne pas voter. Pourtant, en coulisses, l'Élysée s'interroge. Quelle sera l'ampleur de l'épidémie la semaine prochaine au moment du second tour? L'exécutif prépare le plan B. Un ministre le confirme. Un texte est prêt pour gérer juridiquement un report. L'hypothèse circule dans les états-majors politiques, fuite dans la presse. Tout l'après-midi, Emmanuel Macron consulte. À 17h30, il appelle Gérard Larcher. Le président du Sénat est contre le report et selon un proche, il a le président de l'Assemblée et Matignon avec lui. On a su très vite que Ferrand s'attiquait.
que le Premier ministre s'attiquait. La majorité, elle aussi, s'inquiète. Le ministre de l'Intérieur écrit à plusieurs députés. Les décisions ne sont pas encore stabilisées. Ils consultent, que personne ne s'emballe. À l'Élysée, après une longue journée de discussion, les médecins et les scientifiques rendent leur avis. Ils nous ont dit qu'il n'y a aucune raison scientifique de penser que ça pourrait être plus dangereux d'aller faire ces courses. Emmanuel Macron se range derrière les experts et évite une crise politique. Les élections municipales sont maintenues. Le président de la République qui a aussi, on l'a entendu, appelé hier à l'union sacrée, appel manifestement entendu. Je vous propose d'écouter dans l'ordre Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Éric Woerth et Jordan Bardella. La capacité de résistance collective est déterminante. Ou bien les gens sont capables de discipline et de réaction commune, ou tout s'en va en petits morceaux. Il faut se mettre dans une situation de guerre contre ce qui peut devenir une épidémie monstrueuse. Et donc, ça suppose que personne ne manque à l'appel. Le président propose de prendre en charge, en réalité, ce chômage partiel. Il faut regarder dans le détail ce que ça peut donner. Mais ces mesures peuvent être, je pense, en tout cas, efficaces. Il y a un principe de précaution qui s'impose. Il y a beaucoup de mesures, notamment la fermeture des écoles, des collèges, des lycées, des universités, qui va évidemment dans le bon sens. On se réjouit que le président de la République prenne enfin la mesure de ce qui est aujourd'hui en train d'arriver dans notre pays, après avoir minimisé pendant plusieurs jours avec son gouvernement l'épidémie. Et je vous donne rendez-vous dimanche soir pour une soirée spéciale élection avec Gilles Boulot. Nous vous donnerons les premiers résultats et nos estimations, à commencer évidemment par le chiffre très attendu de l'abstention. Au niveau mondial, l'OMS l'a clairement affirmé ce soir, l'Europe est devenue le nouvel épicentre de la pandémie, une pandémie qui a donc touché pour l'instant 134 000 personnes dans 118 pays. 5 043 malades sont décédés à ce jour. Aujourd'hui, la Suisse et la Belgique ont elles aussi annoncé la fermeture des écoles, fermeture des commerces également en Autriche et en Bulgarie. L'Espagne, elle, a carrément décrété l'état d'urgence. Laurent Aubaine. C'est à Madrid, et sans attendre des décisions nationales, la municipalité a ordonné la fermeture des terrasses, des cafés et des restaurants. Ici, les écoles sont déjà fermées, les rues sont désertes, le métro circule à vide. Madrid devient une ville fantôme. Depuis lundi, le nombre de clients a baissé de manière importante, de 40 à 50%. Les musées sont fermés et à Valence, les fêtes populaires des Fallas sont annulées. Le pays dénombre déjà plus de 3000 cas et 84 décès et attend pour demain l'instauration d'un état d'alerte national. Des mesures, c'est toute l'Europe qui en prend. Autriche, Grèce, Roumanie, Ukraine et ailleurs. Les écoles sont fermées quasiment partout. Et aux Pays-Bas, par exemple, les musées restent porte close. Il n'y a plus de restaurants, plus de cafés, ni de discothèques en Belgique, jusqu'au 3 avril au moins. On se dit on va fermer demain, on ne sait pas quand on va ouvrir, donc c'est complètement l'inconnu. Donc c'est ça qui fait un peu peur. Les sorties et les entrées en Slovaquie sont interdites aux étrangers, avec de sérieux contrôles aux frontières. Un peu partout, les rassemblements sont limités, voire interdits. Et en Bulgarie, l'état d'urgence vient d'être instauré pour une durée d'1 mois au moins. Au Brésil, le président Bolsonaro a pu ôter le masque qu'il a porté quelques heures, le temps d'un test, et de se réjouir à sa manière sur les réseaux sociaux. C'est un de ses proches collaborateurs qui avait été testé positif. Il se trouvait aux côtés du président brésilien et de Donald Trump lors d'un déjeuner samedi dernier en Floride. Moins de chance pour le Premier ministre canadien Trudeau. Il est confiné dans son bureau 14 jours. C'est sa femme qui a été testée positive. C'est toute une planète qui désormais tourne au ralenti. On désinfecte en Croatie. On contrôle largement au Panama. Tous les lieux de rassemblement, de visite ou de prière sont désormais inaccessibles, comme ici la basilique Sainte-Sophie à Istanbul. Et de l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump vient donc de s'adresser aux citoyens américains à la télévision. Le président qui annonce un plan d'aide de 50 milliards de dollars et qui décrète lui aussi l'état d'urgence. Bonsoir Catherine Gentil de Canecode. Expliquez-nous ce que cela veut dire en détail, cet état d'urgence.
Eh bien écoutez, déclarer l'état d'urgence donne beaucoup plus de moyens au président américain qui va pouvoir mobiliser des ressources dans le domaine financier, donc jusqu'à 50 milliards de dollars, mais aussi dans le domaine de la santé et de la sécurité. Cela lui permettra d'intervenir quasiment instantanément pour apporter de l'aide dans les régions qui seront le plus spécialement touchées par le coronavirus. Il avait déjà, Donald Trump, déclaré l'état d'urgence après le passage d'ouragans particulièrement dévastateur ici aux États-Unis, vous vous en souvenez sûrement. Et puis aussi en intervenant comme ça, moins de 48 heures après sa décision spectaculaire d'interdire aux voyageurs européens de venir jusqu'ici aux États-Unis, eh bien il veut prouver qu'après un peu de désinvolture dans le traitement de ce dossier, eh bien il est le chef et il le prend maintenant à bras le corps. Merci beaucoup Catherine. Et puis on l'a vu ces derniers jours, les pays touchés n'ont pas la même position quant au confinement. La France le refuse pour l'instant, sans doute parce que la question de son efficacité est des plus complexes. En Italie par exemple, 60 millions de personnes sont actuellement enfermées chez elles. Avec quel résultat? Frédéric Agnès, David De Arrojo et Lorenza Penza. En fin d'après-midi, dans de nombreuses villes, ils apparaissent aux fenêtres pour jouer d'un instrument ou simplement pour faire du bruit. Une manière pour les Italiens de recréer un lien social alors qu'ils sont assignés à résidence chez eux. Sur les banderoles, ces mots, tout ira bien, résolument optimistes ces habitants. Peut-être parce qu'une lueur d'espoir est enfin apparue. Codogno, l'épicentre de l'épidémie en Italie, vient de remporter une bataille grâce à 2 semaines d'isolement strict, sans pouvoir entrer ni sortir de la ville. On a vu les améliorations après 2 semaines d'isolement strict. C'était le bon choix. Depuis 4 jours, Codogno ne compte plus beaucoup de contaminés. C'est-à-dire que le virus apparemment s'est arrêté, il ne tourne plus. Le virus est là, les gens sont malades, mais il n'y a plus de contagion. Ce médecin travaille dans la région voisine, elle aussi frappée de plein fouet. Lui salue les mesures prises à Codogno. Un confinement strict chez soi est bien à ses yeux ce qui a permis d'enrayer la propagation de l'épidémie. Mais attention à ne pas baisser la garde. Le moment le plus délicat pour cet endroit, c'est maintenant, parce que le risque, c'est d'une réintroduction. Parce qu'on a sauvé des gens, mais il reste des gens qui peuvent être vulnérables. Quant à l'hôpital qui gère les malades de la région de Codogno, il nous dit ce soir être toujours dans une situation critique. Médecins et infirmiers tombent malades et le matériel vient à manquer. Heureusement, l'Italie vient de recevoir l'aide tant attendue. Elle vient de Chine, 9 médecins et infirmiers et surtout des dizaines de milliers de masques ainsi que du matériel de soins intensifs. Et puis voilà un exemple qui permet sans doute d'entrevoir le bout du tunnel. La Chine a annoncé aujourd'hui seulement 8 cas supplémentaires sur son territoire. Après 2 mois et demi de restrictions drastiques. Sur place, la vie reprend doucement, comme nous le montrent ces images tournées à Pékin et commentées par Esther Lefebvre. Regardez. Ces quelques mouvements en plein air, c'est une renaissance pour cette Pékinoise après des semaines de confinement. Comme j'ai réussi à trouver un masque, je peux enfin sortir. Et j'ai mis des gants aussi. Alors quand j'ai vu qu'il faisait beau aujourd'hui, j'ai décidé d'en profiter. Mais difficile de faire fi de ces messages de prévention diffusés en boucle, en chinois et en anglais. Porter un masque, c'est une obligation, même dans ce parc, où on entre un par un. Mais c'est un début, comme pour cette salariée. Elle retourne sur son lieu de travail avec de nouvelles règles, aspergée de désinfectant, puis sa température est contrôlée avant de rejoindre son bureau. Vous voyez ici, la distance minimum à respecter entre les employés est d'1 mètre. Les robots sont bien là, les employés encore pour moitié à la maison. La ville reste au ralenti. Autre exemple, l'aéroport, d'ordinaire bondé. Les rares voyageurs doivent se tenir à distance. D'hôtesses, pas des plus accueillantes. Lunettes et tenues de protection intégrale. Ici, l'activité principale semble être le nettoyage. Du travail, à l'inverse, eux n'en manquent pas. Certains livreurs ont triplé leur salaire en quelques semaines. Depuis le début de l'épidémie, c'est moins évident pour les gens d'aller faire leurs courses. Les magasins boudés, tout comme les restaurants, les bars. L'un d'eux organise cette tournée de bière en voiturette. Une tentative pour redonner goût à la vie normale.
Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée exclusivement à cette crise sanitaire du coronavirus et aux mesures inédites que va connaître notre pays dans les prochains jours. On se retrouve dès demain, 13h. En attendant, passez tout de même une très belle soirée en compagnie de Denis Brognard pour un nouvel épisode de Koh-Lanta. À demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.